Mesdames, Messieurs, nous vous présentons ce soir la 4e et dernière journée du Soulier de satin, action espagnole en 4 journées de Paul Claudel. Illustration musicale de Louis Aubert, présentation du révérend Père Roguet, mise en onde par Henri Vermeil. Voici quelle sera la distribution de la 4e journée. Madeleine Renaud, sociétaire de la Comédie Française, jouera le rôle de Donia Sept-Épées. Jeanne Marquen sera la bouchère. Suzanne Delvey, l'actrice. Raymond Vernet, la religieuse. Raymond Fernel, la camériste. Don Rodrigue, ce sera Jean-Louis Barrault de la Comédie Française. Frère Léon, Henri Vermeil. Le chancelier, Gaston Séverin. Le chambellan, Albert Gercourt. L'huissier, Jacques Tanne. Cette émission vous est donnée également avec messieurs Georges Flatteau, Robert Dalban, Robert Moore, Charles Lavial, Georges Hubert, Harry Jams, Maurice Flandre, Marcel Orluc, Jacques Driana, Lucien Treffel et Marcel André dans le rôle du roi d'Espagne. Orchestre sous la direction de Jean Giardino. Toute cette 4e journée se passe sur la mer en vue des îles Baléares. Ce n'est pas une simple fantaisie de l'auteur qui veut que toute son action se passe sur la mer. La mer est ici le symbole de la communion des saints. C'est la mer qui isole, qui dessine les continents et qui en même temps les relie, les baigne tous du même flux, du même murmure innombrable. Ainsi les âmes à qui le Créateur a assigné autant de destinées irremplaçables baignent dans un océan de charité qui les rend communicants. Si Donia Bruez est morte, elle vit au purgatoire. Les humiliations et les déchéances dont Rodrigue va être le jouet serviront à sa libération. Cette journée se déroule 20 ans après la précédente, 30 ans au moins après les 2 premières. Après bien des conquêtes et des aventures, voici Rodrigue vieilli et grisonnant. Le roi lui a retiré tous ses commandements. Il est même diminué dans son corps, il a une jambe de bois. Et cet homme qui créa un monde ne pense plus maintenant qu'à faire peindre des grandes images, des feuilles de saints qu'il vend aux pêcheurs des Baléares. Sur son vieux rafio pavoisé de peinturlures qui sèchent, il semble défier le roi d'Espagne qui, lui, tient sa cour sur un magnifique vaisseau. Écoutez donc Rodrigue donner au japonais Daibutsu ses indications pour la composition d'une nouvelle image. Tout en haut, 2 gros piliers largement jaspés avec des chapiteaux jaunes d'œuf très massifs, historiés à la romane. La Vierge, appuyée, assise contre celui de droite, habillée de vêtements bleu foncé. Sur toute la poitrine, pas de couleur. On ne voit qu'une grosse petite main d'enfant, bien dessinée. Sous ses pieds, un escalier qui descend jusqu'au bas de l'image. En haut, les 2 rois mages. Fais-moi un seigneur quelconque de ton pays en costume de cérémonie avec le camori démesuré sur la tête, le corps et les membres enserrés dans 12 couches de soie et dans son dos ne faisant qu'un seul temps avec. Fous-moi une espèce de grand dépendeur d'andouille d'Européen, tout noir, roide comme la justice, avec un chapeau pointu, un nez énorme et des mollets de bois, et la toison d'or au col. Plus bas, à gauche, le roi nègre, vu de dos, avec un diadème de poils de lion à la vicine et un collier de griffes, accoudé sur quelque chose, et l'autre bras tendu de toute sa longueur, tenant une sagaie. Mais Don Rodrigue, son bateau, son japonais et ses images s'éloignent de nous, et voici un autre petit bateau. À l'arrière, Donia Sept-Épées. C'est la fille de Don Camille et de Donia Prouez, mais comme celle-ci, en acceptant la mort et en quittant Don Rodrigue, vous vous souvenez à la fin de la 3e journée, lui a confié sa petite fille, celle-ci considère Don Rodrigue comme son vrai père. Et avec qui peut-elle mieux parler de sa mère Prouez? Pour l'instant, Donia Sept-Épées s'entretient avec sa compagne la bouchère. Toutes les 2 sont de très jeunes filles habillées en hommes. Finis tout de suite de pleurer, la bouchère.
Je vais te rejeter à la figure toute l'eau salée que tu as versée dedans la mée depuis que nous avons quitté Majorque. Que dira mon père? Que dira ma mère? Que dira mon frère? Que dira le notaire? Que dira madame la supérieure du couvent où j'ai été si bien élevée? Que dira mon fiancé, le magnifique propriétaire de la boucherie du Progrès? Oh, la solidité de mon fiancé me donne des ailes. Et je sens que pour le fuir, j'irai volontiers avec vous jusqu'au bout du monde. Tu iras avec moi si je veux. Car aussitôt que je serai lasse de toi, je te rencontrerai dans la mée, avec un beau coup de rame sur la tête. Eh bien, vous ferez moi ce que vous voudrez, mademoiselle. Je suis contente. Dès que j'ai vu votre gentil visage, dès que vous m'avez regardé et souri, j'ai compris que je n'avais plus qu'à vous suivre à tire-d'aile où vous allez. Faut vite nous dépêcher, la bouchère. C'est si bon. Il n'y a pas de temps à perdre. Si nous voulons que le monde reste aussi beau qu'il est jusqu'à présent. Ah, c'est pas possible, ça va peut-être ne durer qu'une seconde. Ainsi, le moucheron ne perd pas de temps pour aller tout droit à la belle flamme claire qui vient de s'allumer. Nous ne sommes pas un moucheron, nous sommes deux petites alouettes de compagnie qui piquent en chantant vers le soleil. Moi, du moins, je suis une alouette. Et toi, tu n'es qu'une grosse mouche à viande. Oh, mais ça ne fait rien, je t'aime tout de même. Où c'est que vous voulez me conduire? Oh, ma bouchère, que je suis heureuse. Comme ça va être joli avec moi, comme ça va être amusant. Les autres filles ont toujours cette longue vie embêtante devant elles. Le mari, les enfants, la soupe à faire tous les jours, les assiettes sempiternellement à relaver, on ne pense qu'à ça. Les gens marchent péniblement et ils ne s'aperçoivent pas que c'est tellement plus facile de voler. Il n'y a qu'à ne plus penser à soi. Ce beau soleil, ce n'est pas pour rien que Dieu l'a mis là. Il n'y a qu'à y aller. Montons-y. Oh, mais non pas, c'est pas le soleil. C'est cette odeur délicieuse qui m'attire. Oh, si je pouvais tout le temps la respirer. Le temps de mourir, et de nouveau, elle est là. Ce n'est pas le soleil visible que je veux, c'est cette espèce d'esprit exhilarant, cette odeur délicieuse qui fait mon cœur défaillir. Où est-elle, cette odeur délicieuse? Là. Où est ma chère maman? Cela sent bon. Plusieurs fois la nuit, elle est venue me trouver. Et elle m'embrasse tendrement. Et je suis sa fille chérie. Et il faut que j'aille la délivrer en Afrique. Mais ne m'avez-vous pas dit qu'elle est morte là-bas, il y a plus de 10 ans? Elle est morte, mais elle n'a pas fini ce qu'elle avait à faire en Afrique. Est-ce qu'elle est délivrée pendant qu'il y a tant de chrétiens qui gémissent dans les bagnes de barbarie? Je ne puis aller à elle, mais je puis aller jusqu'à eux. Est-ce que nous sommes libres quand nous tenons de toutes parts à tant d'âmes pressées? Est-ce que je resterai lâchement à me prélasser en Espagne quand il ne tient qu'à moi de délivrer tout un peuple captif? Et maman qui est avec eux, comme eux? Oh, je voudrais déjà être partie. C'est vous qui allez délivrer les captifs? Oui, mademoiselle. Et si vous commencez à être malhonnête, je n'ai qu'à donner un coup de barre. Et je vous ramènerai à la boucherie du Progrès. Expliquez-moi ce que nous allons faire. Aussitôt que nous serons ensemble, 300 hommes. Et il n'y a rien de plus facile que de réunir 300 hommes, et beaucoup plus, car il n'y a pas de bons chrétiens en Espagne qui ne voudraient être d'une aussi noble entreprise. Nous partirons tous ensemble sous l'enseigne de Saint-Jacques et de Jésus-Christ. Et nous prendrons Bougie. Bougie pour commencer, il faut être raisonnable. Alger est une trop grosse affaire. J'ai vu un matelot, il y a 8 jours, qui connaît Bougie. Son frère de lait a été prisonnier à Bougie. Il n'y a rien de plus facile que de prendre Bougie. Et quand nous aurons pris Bougie? Oh, si tu veux savoir ce que je pense, je ne crois pas que nous prendrons Bougie, mais que nous serons tués et que nous irons au ciel. Mais alors, tous ces pauvres captifs, du moins, sauront que nous avons fait quelque chose pour eux. Et tous les chrétiens, quand ils nous auront vus périr bravement, se lèveront pour les délivrer et chasser les Turcs, au lieu de se battre vilainement entre eux. Et moi, je serai au ciel, entre les bras de ma chère maman. Voilà ce que j'ai fait. Et moi, je marcherai toujours derrière vous, tout près. Et j'aurai une grande bouteille pleine d'eau pour vous donner à boire toutes les fois que vous aurez soif. Si mon père le veut, nous ne prendrons pas seulement Bougie, mais Alger et tout le reste. Tu verras, mon père, il sait tout. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire s'il veut. Qu'est-ce que c'est à côté de lui que Dragut et Barberousse? C'est votre père qui n'a qu'une jambe et qui fait ces belles feuilles d'essaim que tous les pêcheurs veulent avoir. Mon père est le vice-roi des Indes. Et c'est lui qui a fait passer les bateaux par-dessus l'isthme de Panama. Et ensuite, c'est lui qui a découvert la Chine et le Japon. Et a pris tout seul, avec 12 hommes, le château et la ville de Hoshima, défendus par 3000 guerriers, armés d'arcs et de flèches. C'est là qu'il a perdu la jambe. Et ensuite, au dernier étage du château de Nagoya, il a appris la langue des bonzes et étudié la philosophie. Et maintenant, revenu ici, c'est lui qui, avec tous les saints, fait une grande armée de papier. C'est lui qui, avec son pinceau, fait descendre tous les saints du ciel. Et quand ils seront tous là, il se mettra à leur tête, et moi à côté de lui, et toi derrière moi avec la grosse bouteille, et nous prendrons Bougie et Alger pour la gloire de Jésus-Christ. Jean d'Autriche, le fils de Doña Musique, à qui le roi d'Espagne a donné sa flotte à commander, et qui part demain pour se battre contre les Turcs, est un bien plus grand général que votre père. C'est pas vrai, la bouchère, tu mens. Je ne laisserai jamais dire à personne qu'il y a un plus grand général que mon père. Un vieux homme qui a le pied coupé?
qui voudrait s'engager sous les ordres d'un vieux type à la jambe coupée, quand il n'y a qu'à regarder ce beau jeune homme pour savoir qu'il nous mène à la victoire. Qu'as-tu donc fait, ton petit Don Juan? Tandis que l'Afrique et les deux mondes sont remplis du nom de mon père. Oh, vous-même, vous ne pouvez pas dire le contraire. Si vous étiez un homme, et si vous n'étiez pas le fils, la fille, veux-je dire, de Don Rodrigue, de quel cœur n'iriez-vous pas aussitôt rejoindre les enseignes de Don Juan? Il est bien vrai, ma bouchère. Ah, tu ne sais pas à quel point tu as raison. Achevez, je sens que vous avez quelque chose à me dire. Es-tu capable de garder un secret? Je le jure, tout ce que vous me donnerez, je suis capable de le garder. Don Juan m'aime. Il a bien vu dans mes yeux que je suis capable de mourir pour lui. C'est fini. Jamais plus je ne veux le revoir. Ah, il pourrait me supplier. Mon cœur est à lui. Mais où donc avez-vous vu Don Juan? Cette nuit même, comme j'allais chez toi mettre l'échelle au mur de ton jardin pour te faire en sauver. Qu'est-ce que je vois? Sous une lanterne au coin de la rue de l'Huile, un beau jeune homme en noir avec une chaîne d'or au cou qui se défendait bravement contre 3 estafiers. Et moi, j'avais un énorme pistolet que j'avais volé à mon père et que je m'étais amusée à charger avec toute la poudre que j'avais pu trouver. Je ferme les yeux et pan! Ça a fait tant de bruit et de fumée qu'on aurait dit un coup de canon et qu'on ne voyait plus rien. J'en ai eu le poignet tout démantibulé. Quand j'ai vu clair de nouveau, les 3 brigands avaient fui et il n'y avait plus que ce beau et élégant jeune homme en noir qui me remerciait. Oh, j'étais bien honteuse et je ne savais plus où me fourrer. Qu'est-ce qu'il a dû penser de moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit de venir avec lui sur son bateau et que j'aurais son page et son aide de camp et qu'il partait après de moi pour se battre contre les Turcs et que son nom était Jean d'Autriche et qu'il mourrait avant 30 ans. Peut-être qu'il voulait se moquer de vous. Il se moque de moi et moi je me moque de lui. Il s'appelle Jean d'Autriche et moi je m'appelle Marie de cette épée, la fille du vice-roi des Indes. Comme si c'était lui dont parle l'Évangile à la fin de la messe, quand il dit « Il y a eu un homme appelé Jean ». J'appartiens à mon père et non pas à ce vilain garçon qui a l'air si sûr de lui et de moi. Il m'a dit qu'il fallait venir tout de suite et qu'on lui avait dit qu'il mourrait avant 30 ans. Est-ce que j'ai peur de la mort? Parce que je suis une fille. Est-ce qu'il croit que je ne suis pas capable de le servir et de mourir pour lui? Ah, je serais un frère pour lui. Et nous dormirions ensemble, côte à côte. Et je serais là, toujours à côté de lui pour le défendre. Ah, je reconnaîtrais tout de suite ses ennemis. Ah, s'il meurt. Et moi aussi, je suis prête à mourir avec lui. Une salle dans le palais flottant du roi d'Espagne, sur la mer toujours. C'est une grande pièce dorée, soutenue par des colonnes torses et éclairée par une large verrière à petits vitraux, à demi ouverte. Une sombre lumière dorée vient d'en bas par la réflexion de la mer. Le roi d'Espagne est un homme au teint pâle, aux yeux profondément enfoncés sous d'épais sourcils, aux grands traits osseux que n'éclaire jamais un sourire, massif et la tête dans les épaules. Il ressemble au roi de pique, tandis que son prédécesseur des 2 premières journées ressemblait plutôt au roi de cœur. Il a les yeux attentivement fixés sur une tête de mort faite d'un seul morceau de cristal de roche qui est posé sur un coussin de velours noir au milieu de la table, éclairé par le rayon du soleil couchant. Dans ce morceau de cristal, le roi apprend, ou plutôt il voit, le désastre de l'invincible armada. Quel pouvoir m'empêche de lancer un continent par la fenêtre, ce caillou maudit, cet appareil à savoir que Rodrigue est allé déterrer pour moi au fond d'une tombe mexicaine, ce crâne translucide dont il m'a fait présent par moquerie, éponge spirituelle entre ma pensée et ces choses que la courbure de la terre m'empêche de voir. Il est un intermédiaire inique. Une seconde et rien. Une seconde et tout s'efface. Et l'affreuse diaprure dont on ne sait si c'est ce cristal ou ma pensée qu'elle colore s'est effacée. À l'instant, dans 10 lieues de tempête, dans un nœud de vagues furibondes qu'éclairait un soleil de folie, n'ai-je pas vu le rosario en flammes s'enfoncer la poupe en l'air et le pavillon royal s'évanouir dans l'écume? Maintenant, c'est une nuit mortuaire où flottent des plaques de neige et de tous côtés fuient de petites lumières éperdues. J'ai sous les yeux une côte couverte d'épaves, des équipages tout petits qu'on passe au fil de l'épée, et ce cadavre obstiné qui, dans les eaux de ce néant prophétique, remonte sans cesse et se replonge. N'ai pas besoin de voir autre chose que son épaule et sa nuque entourée d'un fil d'or et d'un chiffon de dentelle pour reconnaître l'amiral lui-même, le beau duc Medina Sidonia. Est-ce toi, Philippe? Qui m'empêche de jeter ce caillou par la fenêtre, ce crâne sculpté dans de l'esprit, si ce n'est l'avidité d'un cœur qu'aucun désastre n'est capable de rassasier
et qui n'ouvre ses portes qu'à la sommation de la catastrophe. Tout ce qui m'arrive, pour moi, est-il inattendu? Ai-je nourri quelque illusion? Jamais. Et j'étais assez fou, jamais, pour croire que j'allais conquérir l'Angleterre avec 20 000 hommes et cette armada encombrée de convois et de servitudes. Et cependant, je n'avais pas le choix. Il fallait faire absolument quelque chose. Il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre. L'hérésie est pour la chrétienté une telle souillure. Elle est pour un cœur universel une chose tellement abominable et hideuse que n'aurais-je eu qu'une chance. Le devoir du roi très catholique était de l'essayer et d'écraser Cranmer et Knox et de clouer sur son rocher cette cruelle Scylla, cette harpie à la face humaine, la sanguinaire Élisabeth. J'ai fait ma tâche. J'ai bouché ce trou par où l'accusateur contre moi eût pu passer. J'adore Dieu, maintenant, de toutes parts, autour de ma foi, une parfaite enceinte. Le roi couvre la tête de mort avec un coin du tapis de velours noir sur lequel elle est posée. Entre précipitamment le chambellan. Sire, de bonnes nouvelles. Sire, excellentes nouvelles, de glorieuses nouvelles. Loué soit Dieu qui protège l'Espagne, qui aurait pu lutter qu'une expédition aussi bien combinée et pour un but si honorable sous un chef si distingué, put avoir une fin autre qu'excellemment, parfaitement satisfaisante. Apaisez-vous, monsieur, et reprenez vos esprits. Et veuillez me dire en ordre et posément que vous avez à me marquer. Je demande humblement pardon à votre majesté. En un jour si beau pour l'Espagne, qui pourrait contenir sa joie? La mer même s'agite sourdement sous mes pieds, et ce palais avec ses miroirs et ses peintures se soulève et craque, comme si la vague irrésistible qui vient de s'abattre sur les falaises de Douvres et de Southampton intéressait les racines de la profonde volute qui, dessous la quille de votre bâtiment monarchique, s'épanouit en une triple corolle autour de l'Espagne, Dieu bénite. Abandonnez ce langage poétique et éclairez-moi. Sans aucune espèce de difficulté, la glorieuse armada favorisée par le souffle des anges est parvenue au rivage de Calais et de Gravelines, et là, sur des bateaux préparés, elle a embarqué les troupes de Parme. Où se trouvaient cependant les flottes de Frobisher et de Drake? Leurs débris jonchent les côtes de la Manche, de l'Irlande, des Hébrides et du canal de Bristol. Ce n'est pas la même chose sur la carte. Mais il n'y a pas le moins du monde à douter. Sont cela des nouvelles de l'amiral qui sont directement parvenues? Non pas. Mais on ne parle pas d'autre chose à Bayonne. Et qui vous a donné des nouvelles de Bayonne? Un marchand juif de ce matin arrivé, que la police a interrogé. Il n'y a qu'à remercier Dieu d'un si grand succès. Et déjà notre flotte remontant à pleine voile la Tamise, fout droit à la tour de Londres. Il nous faut célébrer Téléum et tenir conseil sur ce que nous allons faire de la Grande-Bretagne. Il n'y a qu'une ombre à votre victoire, je dois tout dire. Parlez. Le pauvre duc de Médida Sidonia s'est noyé. On n'explique pas comment. Dieu ait son âme, ainsi soit-il. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce bruit? Sire, il y a là une femme qui dit que votre majesté lui a fixé audience et qui veut absolument être introduite auprès de votre majesté. Un moment. Monsieur le chambellan, êtes-vous allé trouver Don Rodrigue comme je vous avais fait suffisamment comprendre que tel était notre désir? C'est Don Madéséal qui s'est chargé de cette mission. Eh bien, qu'a-t-il répondu? Il n'a rien répondu. Mais il lui a épinglé dans le dos le portrait de l'ange Gabriel. Et il lui a attaché le nez avec un cordon de soulier pour l'empêcher de mentir. Le pauvre gentilhomme est encore tout frémissant de cette injure. C'est bien. Je vous demanderai, monsieur, de me faire la faveur pour un moment de ne plus exister. Le chambellan n'existe plus. Faites entrer, madame. Sire, je me jette aux genoux de votre majesté. Relevez-vous, madame. Sire, mon roi, que dire? Par où commencer? Ah, je sens quelle est mon audace. Mais la miséricorde des rois n'est-elle pas comme cette grande coupe dans les jardins de l'Escurial, alimentée de lointaines cimes dont on ne sait jamais l'heure qu'elle afflue, mais où les rossignols toujours ont la permission de se désaltérer? Parlez sans crainte, madame, je vous écoute. Ne faisons-nous pas le même métier, vous et moi, chacun sur son propre théâtre? Ah, si jamais, ô mon roi, ma voix supportait jusqu'à votre cœur les accents de Lope et de Caldéron, si jamais votre cœur s'était ému de voir l'Espagne en ma personne à grand pli se jeter aux genoux de Sertorius, prêtez à ma pauvre supplication de femme une oreille favorable. Car s'il est vrai que j'ai nourri de mes simples affections ces grandes paroles que j'avais charge de rendre sensibles, il est bien juste qu'à leur tour toutes ces créatures sur la scène que je fus, et qu'il ne dépend que de moi d'animer comme de grandes colonnes, m'entourent et me prêtent appui. Je vous écoute. Don Felipe de Medina Sidonia. Je m'attendais à ce nom. Sire, Don Felipe, mon petit Felipe.
Ah, il n'y a personne autant que moi qui sache qu'il n'est pas fait pour gouverner l'Angleterre. Et qui vous a dit, madame, que j'avais une Angleterre à ma disposition pour lui en faire cadeau? Et tout le monde sait que votre majesté vient de conquérir l'Angleterre et que Dieu a dissipé ses ennemis. Le bruit en un instant s'est répandu partout comme le feu dans l'herbe sèche. Entendez de toutes parts ces chants et ces acclamations. Il est vrai, c'est un grand jour pour l'Espagne. En ce jour est accordée à l'Espagne une grande et mémorable journée. Sire, rendez-moi, Philippe. Il n'y a personne autant que moi qui sache qu'il n'est pas fait pour gouverner l'Angleterre. Ah, je l'ai trop bien vaincu pour qu'il soit capable désormais d'embrasser autre chose que moi. Je vaux mieux que l'Angleterre. Quand il était dans mes bras, ce n'était pas le bruit des vagues sans repos là-bas déferlant contre ce repère d'hérétiques qui l'empêchait de dormir. Ce n'est pas l'odeur des algues et de la fumée de tourbe et des feuilles de chêne dans la pluie qui lui fera oublier jamais ce parfum brûlant de rose et de jasmin qui l'ont conduit jusqu'à moi. De quoi donc as-tu peur si tu es sûr de lui? J'ai peur de cette reine Marie que l'usurpatrice a mise au fond d'une prison. Mon beau Philippe la délivre et aussitôt elle lui accorde sa main. Le voilà roi d'Angleterre, au milieu du brouillard et de la glace. C'est ainsi que les choses se passent dans toutes les histoires que j'ai jouées. Pauvre Philippe, c'est fini. Je ne suis plus rien pour lui. La reine Marie n'est plus présentement en Angleterre. Où est-elle donc? Ici même, à mes pieds. Je Sire. ne la croyais pas si belle. Sire, je ne vous entends pas. Aucune Marie jamais ne fut si belle et si touchante. C'est ainsi que j'aime à me la représenter. Sire, j'ai peur de vous, qu'il vous plaise de m'ouvrir votre pensée. Ton Philippe est à toi, ma fille. Prends, je te le donne. Quelle joie de vous retrouver. Oh, sire, vous êtes bon, et je vous baise les mains. Quoi? Vous allez lui dire de revenir en Espagne? Comment lutter contre le mouvement de mon cœur? Je vous donnerai Philippe, si vous me donnez quelqu'un à sa place pour gouverner l'Angleterre. Sire, ne vous moquez pas de moi. Ces grands et ces capitaines qui vous entourent, vous n'avez qu'à choisir parmi eux. Celui que j'ai choisi me défie et refuse d'aller où je veux. Et quoi? Il est quelqu'un à vos ordres qui ose désobéir? Je n'ai donné aucun ordre. Celui qui m'obéit, il n'y a besoin d'aucun ordre. C'est ma volonté de toutes parts qui l'entoure et l'entraîne comme un torrent. Mais lui, c'est placé en tel lieu que je n'ai sur lui prise. Ah, que ne suis-je, votre chancelier? Je saurais trouver des arguments en un moment qui lui feraient perdre pied. Vous êtes plus forte que mon chancelier. Est-ce que l'homme est jeune encore? Il est vieux et n'a qu'une jambe. C'est Don Rodrigue que vous dites? Lui-même. C'est Rodrigue, le marchand d'images, qui refuse d'être roi d'Angleterre? Il ne refusera pas quand il verra Marie en larmes à ses pieds. C'est moi qui suis Marie? Je ne sais par quelle perversité vous vous obstinez à vouloir être autre chose. Échappé aux prisons d'Élisabeth? Et recueilli en grand secret par le roi d'Espagne. Que fera-t-il quand il s'apercevra de la duperie? Que fait le rat quand il est pris au piège? Le devoir sera à ce moment une cage autour de lui dont il ne peut s'échapper. Et c'est vraiment Rodrigue, entre tous vos serviteurs, dont vous avez besoin. Tout ce que je tiens de l'Angleterre, il n'y a pas d'autre que lui qui soit fait pour le posséder. Et il faut que je le supplie qu'il accepte l'Angleterre. Je n'attends que sa demande pour la lui accorder. Et vous me rendrez Philippe? Tout ce qui est mêlé à la mer et à mon armée répond en ce moment au nom de Philippe. Je t'en fais présent. Et moi, je vous amènerai Rodrigue. L'actrice sort après une dernière révérence. Cependant, la salle s'est remplie des différents fonctionnaires, militaires, dignitaires et plénipotentiaires nécessaires à constituer une espèce de tableau vivant qu'on pourrait appeler la cour du roi d'Espagne, quelque chose dans le goût de la ronde de nuit. Cette difficile composition une fois achevée, ils demeurent tous parfaitement immobiles. Messieurs, j'ai besoin de vous. Veuillez me prêter attention. Nous sommes aux ordres de votre majesté. Je suppose que vous avez tous entendu déjà cette grande nouvelle qui nous est parvenue. Nos ennemis par la tempête dissipés, nos forces ralliées et rassemblées, les hérétiques divisés en armes les uns contre les autres, et notre puissante armée, de concert avec notre flotte, marchant sur l'ombre. Il faut remercier Dieu qui a merveilleusement accompli son œuvre par nous, au rebours de toute sagesse humaine. À lui seul soit l'honneur, comme au grand astre invisible, qui des affaires temporelles conduit la montée et leur reflux, et qui fait qu'aux nations qu'il aime, la défaite ne soit pas moins avantageuse que la victoire, et recevoir que de donner. Le bruit est parvenu jusqu'à moi que Don Felipe de Medina Sidonia est mort. Il est vrai. C'est une nouvelle qu'il convient de garder encore secrète. Qui va gouverner l'Angleterre à la place de notre beau duc? Vous-même, monsieur le chancelier, si cela vous convient. Et ma place est la censure et non point de gouverner. Si quelqu'un de vous, messieurs, me demande l'Angleterre, je la lui donne. Et quoi?
Aucun de vous ne veut de l'Angleterre? C'est de votre majesté qu'ils ont peur et de ses desseins qu'elle cache au fond de son cœur impénétrable. Eh bien, je sais, j'ai désigné déjà à qui je donnerai ces îles dans la brume, ces terres sombres et mouillées, qu'au travers de la tempête vient de toucher enfin un rayon de notre soleil catholique. Nous attendons son nom. J'attends que lui-même vienne se proposer à nous. Il y a trop longtemps qu'il fuit jusqu'aux extrémités de la terre, notre présence, se vantant de faire où nous n'étions pas notre œuvre et de gagner pour nous la longueur de son ombre par les moyens que lui-même a inventés et combinés. C'est ainsi que vous l'avez vu tour à tour se meurtrir aux portes du couchant et de l'Est. Et maintenant, la ride qu'il avait portée jusqu'aux extrémités de la terre le ramène irrésistiblement jusqu'à nous, alors que de ces flottes sombrées, il ne reste plus sous ses pieds que ce bateau fendu sur lequel il a l'insolence de défier encore notre vaisseau royal. Eh bien, je jure que si au lieu de s'amuser avec le reflet à l'envers sur l'eau de mes enseignes, il vient directement à moi, et moi, tout ce qu'il demande, je le lui donnerai et je m'apercevrai de lui. Pourquoi l'avoir abandonné quand il était jeune et puissant pour le reprendre maintenant qu'il est infirme et vigoureux? Ce n'est pas moi, ce sont les choses qui l'ont abandonné. Il n'était plus d'accord avec elles. On aurait dit qu'il n'était plus animé de la même vie et qu'il ne s'attendait pas, qu'il ne s'entendait pas. Mon devoir n'était-il pas de l'enlever aussitôt, le rouage qui grippe et qui grince? Ce n'est pas la même chose d'imposer sa volonté, de donner une forme à la matière plastique, comme il a fait jadis de l'Amérique, ou de s'arranger avec les choses qui existent, et d'intervenir à point nommé avec une oreille infaillible, car ce sont elles qui fournissent le mouvement, et nous, l'intelligence, toutes ces choses qui semblent disparates, cependant elles vont naturellement vers l'accord. Et maintenant qu'il est vieux, je suppose qu'il a compris que le moment est venu pour lui moins d'agir que d'écouter et de conduire les intérêts et les passions humaines à ce mariage politique auquel ils sont prédestinés. Ainsi, ce colporteur à la jambe de bois, c'est à lui que vous allez décerner l'héritage des léopards et de la harpe. Je n'attends pour cela qu'un signe. Quel signe? Je n'irai pas le chercher. Je ne lui donnerai aucun ordre, mais qu'il me demande l'Angleterre et je la lui donnerai. Vous n'osez jamais me demander rien. Ou bien alors ce sont des titres, quelques bouts de ruban, quelques sacs d'écus, quelques arpents de terre. Mais ce mendiant qui n'a plus d'autre asile que 3 planches sur la mer, qu'il me demande l'Angleterre, et je la lui donnerai. L'actrice sur le proscénium, devant le rideau baissé, sans corsage, la gorge et les bras nus. Elle est censée dans sa loge en train de se faire parer pour la scène qu'elle va jouer. Un grand miroir devant elle, sur sa table parmi les instruments de toilette, quelques feuilles de papier froissé. Tous les meubles et accessoires sont rattachés au rideau par des ficelles bien visibles. Madame a oublié son rimel. Tu as raison. Un peu de rimel, mon œil n'en aura que plus de feu. Le trait de la personne jaillit avec plus de force de l'arc d'une paupière assombrie. Et tout cela pour obtenir d'un vieux marchand de cacahuètes à moitié crevé qu'il accepte de nos mains un royaume. Ne dis pas cela, Mariette. Tu n'y entends rien, Mariette. C'est une situation superbe. Le plus beau rôle que j'ai jamais eu de ma vie. Un rôle en or. Quel dommage qu'il n'y ait personne pour nous voir. Mais je m'en servirai pour ma saison à Madrid. Cela fera un petit sketch à l'Alcazar, tu verras. Là, et pas un brin de rouge sur la figure. Rien qu'un peu de carmin sur le lobe de chaque oreille. Qu'en dis-tu? Ça suffit, tout est allumé. Dans la simplicité pour commencer, pour ménager la progression et toutes les nuances. Tout tranquille, tout doux, tout uni, avec un fond douloureux. Simplicité, simplicité. Une espèce de soumission et de résignation pleine de dignité. La, 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 la. Petit pot de beurre, petit pot de beurre. Ah, les notes du milieu de la voix un peu mates. De la simplicité, mais de la grandeur aussi. Je commence dans une noble simplicité. Je vous ai convié, monsieur. Madame veut-elle que j'aille lui chercher la brochure? Il n'y a pas de brochure, Mariette. C'est bien plus beau comme ça. C'est moi qui ai tout à créer, les paroles et la musique. Je lis ma réplique d'avance dans les yeux de mon partenaire. Il n'y a qu'à bien régler les mouvements, les paroles viennent dessus toutes seules. Je commence par une espèce de récitatif, mon histoire. Un long tissu de farine-polle pathétique récité de la voix la plus musicale. Et puis, peu à peu, tous les grands mouvements de l'éloquence et de la passion, les accents de cette reine éplorée au pied de ce truand. J'espère qu'il est bien hideux et brutal. Et de temps en temps, une interrogation.
un mot, une touchante petite question. C'est cela, par-ci par-là, hein, rien. Une fusée, claire, tendre, touchant. Une gentille petite cocotte. Et par derrière, toujours naturellement, le secret féminin. Quelque chose de réservé et de sous-entendu. Oh, je me cacherai quelque part pour vous voir. Oh, si madame est aussi belle que l'autre soir, ce sera épatant. Je ne savais où me fourrer. J'en ai pleuré toute la nuit. Là-dessus, le rideau se lève, entraînant dans les airs le miroir, la table de toilette et tout le fourniment. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes de l'autre côté du rideau. Sans y faire attention, nous avons passé de l'autre côté du rideau et l'action a marché sans nous. Oh, mon Dieu, quelqu'un a pris mon rôle. Je me sens toute nue. Dépêchons-nous de nous remettre là-dedans et nous finirons bien par sortir par un bout ou par l'autre. Elles sortent le rideau en se levant a découvert l'actrice, une autre et la même, le col et les bras nus, en train de peindre à une table, un verre plein d'eau sale devant elle, et Rodrigue, au-dessus d'elle, lui donnant des indications. C'est un grand honneur que me fait votre Majesté en consentant ainsi à travailler sur mes indications. Vous feriez mieux de me dire si c'est vert ou bleu que vous voulez le parapluie. Moi, je le vois gros bleu. Et moi, je le vois rouge, un rouge passé, presque jaune. Et en dessous, un évangéliste en plein vent, Saint-Luc, en train de travailler à ses écritures. C'est une petite rue d'Avignon, le long du Palais des Papes. Et en dessus, en plein azur, bien haut, il y a un arc-boutant tout blanc. Faites-le rose, qu'il ait l'air plus blanc. D'un élan d'une allégresse inouïe. Entre Saint-Luc et l'arc en question, il y a un pigeon qui monte en l'air pour s'y poser. C'est de la chance que vous m'ayez rencontré après que votre japonais vous avait laissé en plan. Oui, il est parti subitement. Il a dû trouver une occasion pour regagner son pays. J'ai dû l'offenser, je ne sais comment, ou ils sont comme ça. Mais je ne le regrette pas, vous. Vous travaillez encore mieux que lui. Ça fond bien ensemble, nous deux, vous. Il y a tout de même des choses pour lesquelles il n'y a rien de tel que le mélange d'un homme et d'une femme. Et quelle bonne inspiration j'ai eue tout à coup de vous demander si vous saviez dessiner, pendant que vous vous obstiniez à me parler d'un tas de choses sans intérêt. Vous n'avez pas demandé mon avis, vous m'avez annexé sur le champ. Oui, l'ennuyeux est que vous ne savez pas graver, mais je suis sûr que vous apprendrez vite. Le japonais a laissé tous ses bois et ses outils. C'est très bien, mais il va falloir que je retourne en Angleterre. Pas le moins du monde. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas du tout envie de connaître l'Angleterre. Je connais un ancien petit couvent près de Majorque, avec un patio tout rempli de citrons si jaunes que ça fait mal aux yeux. Vous serez très bien là pour travailler. Vous pourrez travailler du matin au soir sans que personne vienne vous déranger. Oui, mais le beau duc de Medina Sidonia vient de conquérir l'Angleterre pour moi. Je n'aurais jamais cru que le beau duc de Medina Sidonia fût capable de conquérir quelque chose de difficile. Qui sait? Peut-être que mon cœur ne le sera pas pour lui. Eh bien, épousez-le. Et moi, j'irai faire la guerre en Irlande contre vous. Don Rodrigue, pourquoi êtes-vous avec moi si brutal et si méchant? Et épousez le beau duc de Medina Sidonia. Moi, je suis vieux et un pauvre bonhomme et je n'ai qu'une jambe. Si j'épouse quelqu'un, ce sera le fils du roi d'Espagne. Tout ce que je demande est de rester votre ami. C'est vous que je préfère. C'est gentil de dire ça, mais même si ce n'est pas vrai. Oui, cela me fait plaisir à entendre. Je n'épouserai personne. C'est dans la prison de Londres que je me suis aperçu que j'avais une âme vivante et qui n'est pas faite pour vivre dans une prison. J'ai juré que jamais plus je ne me laisserai mettre dans une prison. J'ai juré que jamais je ne supporterai un gros corps d'homme entre le soleil et moi. Je ne veux pas vivre dans la pâte. Je veux quelqu'un qui m'aide et non pas qui m'engloutisse. On vit avec vous. Je vis avec vous depuis 2 jours. Vous ne me demandez rien. Vous êtes comme la musique qui ne vous demande rien, mais qui d'emblée vous enlève et vous met d'accord avec elle. Dès que vous êtes là, il y a de la musique. Je me livre avec ardeur, confiance et mesure, comme entre les bras d'un puissant danseur. Je sens que je fournis à votre esprit ce qu'il voulait. Vous êtes là, et tout aussitôt, je suis forte et gaie. Je me sens toute brillante et toute sonore. C'est comme un coup de trompette qui vous nettoie, comme une fanfare guerrière qui ranime l'esprit abattu et le remplit de courage et de feu. Et en même temps, nous sommes libres, tous les deux. Je n'ai aucun droit sur vous et vous aucun sur moi. C'est charmant. Nous sommes ensemble tant que durera la musique. Eh bien, nous allons fabriquer des images à n'en plus finir. Mais peut-être que j'ai envie de faire avec vous autre chose que des images et des gâteaux avec du sable. C'est par le désir du roi d'Espagne que vous êtes venu me trouver? Pourquoi ne l'avouerais-je pas? Medina Sidonia n'est pas bon à autre chose que faire le bonheur et le malheur d'une faible femme. C'est vous dont le roi a besoin en Angleterre avec moi. Il n'attend qu'un mouvement de vous vers lui. Je ne ferai pas ce mouvement. Quoi?
Ne voulez-vous point m'aider? Je ne comprends pas pourquoi Sa Majesté s'est avisée de moi tout à coup. Il n'a pas eu besoin de moi entier et sain. Pourquoi me ramasse-t-il cassé? Sa confiance vous honore. Elle m'offense. Il n'a pas peur de moi. On n'a rien à craindre d'un infirme. Je serais trop heureux d'exécuter ses ordres. L'ascendant que le beau Medina Sidonia aurait pu prendre sur vous, avec moi, il n'y a rien à craindre. Est-ce vrai, cher Roderick? Ce n'est pas tout à fait vrai. Votre souverain est un grand politique. Je suppose en effet qu'il a voulu se servir de nous l'un contre l'autre. Eh bien, pourquoi ne pas faire alliance comme il nous le demande? C'est lui qui l'aura voulu. Est-ce qu'il y a une alliance possible avec vous? Cher Roderick, je suis avec vous depuis 2 jours. Il me semble que jamais quelqu'un auparavant ne m'a connu. À ce point que j'en suis gênée. Vous avez éveillé des forces ignorées en moi. Quand je vous écoute, tout change de place et cherche un ordre différent. Il me semble que c'est quelque chose de profond et de nouveau en moi qui ne peut pas faire autrement que de répondre à votre sollicitation. Ah, et vous-même, est-ce qu'il ne vous semble pas que je vous ai reconnu un petit peu? Il n'est vrai que trop. Vous direz que ce n'est pas délicieux. Cette jeune figure attentive qui m'écoute, cet éclair de l'intelligence dans ces beaux yeux qui me regardent, c'est autant pour moi qu'un corps blanc. Je n'aime pas ce pays. Si je reste plus longtemps sous ce soleil de feu, je sens que je me fanerai comme une algue sur les galets. Et cependant, de la tête à vos petits pieds, votre mère l'aragonaise vous a fait espagnole. Votre figure est pâle et cependant, je ne sais ce qui lui donne tant d'éclat. Les yeux, peut-être. Non? Cette touche de carmin que j'ai posée juste sur le petit bout de l'oreille. C'est cela même. Voilà l'importance d'une touche juste. Où en étions-nous? Nous en étions à l'Angleterre, où demain vous allez venir avec moi. C'est moi qui aurai l'agréable mission de manipuler ce peuple vaincu. Travailler sous le fouet, tous les dimanches, bien sagement, aller écouter monsieur le curé, et tous les mois mettre dans un sac pour vous l'argent dont tous les ans vous enverrez au roi de Madrid le moins possible. Voilà la tâche que vous me donnez à expliquer en espagnol à mes sympathiques administrés. Cela me rappelle mon ami jadis Almagro sur ses plantations. Que voulez-vous que nous fassions? Madame, qui est-ce qui obtient le plus d'un cheval? Celui qui, montant sur son dos, le pique des 2 éperons, ou celui qui, le tenant par la bride, le bat à coups de fouet tant qu'il peut? J'ai compris. Ah, vous êtes l'homme qu'il me faut. Un cheval qui a besoin de son maître ne songe pas à le jeter par terre. Il ne fera pas de philosophie et de théologie. Il lui faut donner de l'occupation. Ah, vous êtes boiteux. Mais je vais mettre les reins sous vous d'un superbe animal. Mon peuple, comme je l'aime. Vous l'aimerez comme moi. C'est vous et moi qui allons révéler à ce peuple sa vocation. Pensez-vous que le roi d'Espagne soit content de ce petit programme? Il aura le temps peu à peu de s'y accommoder. Ainsi, c'est de tromper mon souverain que vous me proposez. C'est cela. Nous allons le tromper un petit peu. Oui, oui. Et de nouveau, vous allez me rendre aux murs et aux meubles et aux papiers. La vacance immense, le soleil ne seront plus pour moi. La mer que je sens depuis si longtemps vivre sous mon cœur et qui est depuis si longtemps ma compagne de lit, la couche impériale sous mon corps. Il faudra m'y arracher. Mais en Angleterre, nous ne sommes jamais loin de la mer. Elle remue jusqu'au fond de nos comtés. L'île est une espèce de harpe immense, disposée pour en tirer des voix et de la musique. 2 fois par jour, elle revient nous remplir et nous allaiter par toutes sortes de conduites et d'ouvertures jusqu'au centre du pays. Quel bonheur de l'avoir tout autour de soi et d'être séparé de tout dans ce grand jardin plein d'animaux paissants. Cette prairie au cœur de quoi l'arc-en-ciel a toujours un pied, c'est ce qu'il faut pour un amateur comme vous, à part de tout, le moyen d'intervenir à son aise dans les affaires de l'Europe sans que jamais personne s'occupe des nôtres, toujours à demi enveloppé dans le mystère et dans la brume. La ridicule conquête de l'Armada ne se renouvellera plus. Ah, je punirai bien les traîtres et les imbéciles qui n'ont pas su se défendre. Vous autres, ceux du continent, vous ne pouvez pas vous mettre dans la tête qu'il y ait autre chose que de la terre sur cette planète. Mais il y a d'abord la mer, et la terre est dedans. Cet océan, sans le voir, vous autres Espagnols, vous vous êtes empressés de traverser les yeux fermés pour aller bien vite pour égaler de cette terre que vous avez trouvée de l'autre côté. Mais nous, Anglais, c'est la mer entière qui est à nous. Pas seulement cette espèce de flaque, votre Méditerranée, mais la mer tout entière. Et la terre qui est dedans par-dessus le marché. Il suffit d'y accrocher quelques pontons, ça et là. Nous trempons dedans. Nous ne tenons à rien. Nous sommes libres. Nous avons ouverture par tous les bouts. C'est l'eau infinie qui de toutes parts vient baiser les marches de notre château.
Venez avec moi tout en haut de l'Europe, dans cette espèce de colombier, tout entouré d'une palpitation d'ailes, d'où partent sans fin mes mouettes, mes colombes à la picorée, vers toutes les terres du monde. Ici, nous sommes, il n'y a même pas de marée. Mais à Londres, on a le doigt jour et nuit sur le pouls du monde qui bat. Quand vous serez en train de travailler à votre bureau, tout à coup, le jour est intercepté. C'est un grand 4-mâts qui remonte la Tamise. Quand le soleil vient à briller à travers la brume, on voit l'eau boueuse s'animer d'un million de petites écailles d'or. C'est l'égide de Britannia. Vous viendrez avec moi en Angleterre? Je viendrai si je veux. Mais je voudrais d'abord essayer de réaliser avec vous ce grand projet de Frise. Cela s'appellera le baiser de paix. Cela m'est venu à l'idée en regardant les moines au cœur qui se transmettent l'un à l'autre le baiser que le premier d'entre eux, à l'hôtel, a reçu de l'officiant. Ils projetaient leurs ombres l'un sur l'autre. Mais au lieu de moines, nous mettrons des femmes enveloppées de longs voiles. Elles se communiquent l'une à l'autre la paix. J'ai une espèce de grand drap, nous dirons aux petits mousses de s'envelopper dedans. Ou peut-être je le ferai moi-même. Je vous donnerai les poses. Le bateau de Don Rodrigue, où sa fille spirituelle, Doña Sept Épées, est venue le supplier de l'aider à combattre l'islam. Délivrer les esclaves chrétiens retenus par les barbaresques, n'est-ce pas la meilleure manière de délivrer, en vertu de la communion des saints, Doña Prouez, captive au purgatoire? Mais la mission de Rodrigue n'est pas là. Il ne délivrera pas Prouez en prenant les armes, mais en se délivrant lui-même par le détachement total. À quoi pense mon petit agneau? Eh bien, on a du chagrin. On ne veut rien dire à son pauvre papa. Si je vous dis ce que je pense, je suis sûre que vous ne répondrez pas comme je veux. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas que vous fréquentiez cette femme que vous appelez la reine d'Angleterre. Sa Majesté la reine d'Angleterre? Mais n'est-elle pas Marie, la reine d'Angleterre? N'as-tu pas vu notre propre sire, le roi d'Espagne, la traiter comme telle? Elle est venue se jeter à mes pieds. Pouvais-je la repousser? Suis-je libre de refuser cette tâche où personne ne pourrait me remplacer? Ma conscience m'imposait de l'écouter. Pour moi seule, elle veut être une élève docile. Tout ce que nos armées ont conquis, elle le met à ma disposition. Il y a en elle, je ne sais quoi, d'attentif et de soumis qui m'a touché le cœur. C'est intéressant d'écrire royalement son nom au travers de cette page toute blanche. Je ne suis plus rien, c'est elle qui fait de vous ce qu'elle veut. Petite fille, êtes-vous jalouse? C'est une autre qui est jalouse. Oui, je sais celle dont tu veux parler. Et je la regarde dans tes yeux. Ma mère qui m'a donné à vous, afin que vous ne cessiez pas d'être à elle. Oui, je sais que tu n'as pas cessé d'être à elle et d'en faire partie. Si elle n'était avec moi, je ne vous sentirais pas autant. Ainsi, il n'y a pas moyen de s'en aller sans aucun bruit et sur la pointe du pied. Je ne suis pas elle seulement, je suis de vous aussi. Il y a quelque chose dans mon âme qui est vous et qui épie vos mouvements. Vous n'échapperez pas à votre petite Sept Épées. Ta mère, quand elle n'était pas là, c'est alors que j'avais l'habitude de lui parler. Quand elle n'était pas là, c'est alors que je lui disais le meilleur. Parlez, père chéri. Elle est morte. Elle n'est pas là. Mais son ange gardien, peut-être, est là, qui nous écoute. Il s'est trop fatigué à vous suivre. Il dort, il ne vous entend pas. Il est là qui dort amèrement comme un piéton désespéré à l'auberge qui s'endort parce qu'il ne peut plus bouger. Je suis seul avec mon enfant chéri. Oui, père. Les larmes que contient mon cœur, la mer ne serait pas assez grande. De quoi? Vous n'êtes pas consolé? Mon âme est vide à cause de celle qui n'est pas là. De lourdes larmes, mes larmes pourraient nourrir la mer. Mais elle va être là tout à l'heure. Bientôt. Celle que vous aimiez. Bientôt. Celle que vous aimiez. Vous allez la retrouver bientôt. Et moi, je pense que ce sera jamais. Cette absence essentielle, oui, ma chérie. Et même quand vous étiez vivante et que je vous possédais entre mes bras en cette étreinte qui tarit l'espoir, qui sait si elle était autre chose qu'un commencement et apprentissage de ce besoin sans fond et sans espoir à qui je suis prédestiné, pur et sans contrepartie. Mais c'est l'enfer que vous dites. Ce sont là des pensées coupables nées de ne rien faire. Tant qu'on aime, il y a quelque chose à faire. Au lieu de penser à vous, pourquoi ne pas penser à elle? Elle-même, qui
Qui sait si elle n'a pas besoin de vous? Qui sait si elle ne dit pas Rodrigue? Qui sait si elle n'est pas en un lieu que nous ignorons, attaché de liens que vous êtes capable de défaire? Plus audacieux que Colomb pour arriver jusqu'à elle, suis-je puissant à franchir le seuil entre ce monde et l'autre? Il y a ce qu'on doit faire, et non pas s'inquiéter si l'on est puissant ou pas puissant. Rien n'est plus simple. Pourquoi parlez-vous de seuil, comme s'il y avait une séparation? Il n'y a pas de séparation lorsque les choses sont unies comme le sang avec les veines. L'âme des morts, comme une respiration, pénètre notre cœur et notre cervelle. J'entends ma mère la nuit qui me parle, si doucement, si tendrement, si substantiellement. Il n'y a pas besoin de paroles entre nous pour nous comprendre. Dis-moi ce qu'elle dit, cette épée. Pas un mot qui soit capable de résonner dans cette heure extérieure que nous respirons. Comment faire en ce cas pour la comprendre? Que peut demander un captif? Cela déchire le cœur. Avec quelle main jusqu'à elle faire passer la libération? Où le corps ne passe pas, la charité peut passer qui est plus forte que tout. Quand j'aurai délivré les captifs, il en restera encore d'autres. Mais nous resterons aussi. Ou alors nous serons morts, ce qui nous délivrera de notre devoir. Cette épée, mon enfant, est-ce que tu me mépriseras beaucoup si je te dis ce que je pense? Parlez, mon père. C'est curieux, comme l'idée du bon monsieur Alonso Lopez dans les fers et de reverser Alonso Lopez à la désolée Madame Lopez et à tous les petits Lopez, de prendre désormais Alonso Lopez dans cet épisode africain de son existence temporelle pour mon étoile polaire, fait remuer peu de choses en moi. Mon père, je ne croirais jamais que vous soyez si cruel et si léger. Je ne le suis pas non plus, le diable m'emporte, mais je sors ma pensée par le bout. Je voudrais tâcher de me faire comprendre. Dis-moi un peu, mon enfant, qui a rendu le plus de service aux pauvres fiévreux? Le médecin dévoué qui ne bouge pas de leur chevet, qui leur tire du sang et qui leur ôte la vie pour les guérir au péril de la sienne? Ou cette espèce de propre à rien qui, ayant un jour, comme ça, eu envie de l'autre côté de la terre, a découvert le quinquina? Et là, c'est le trouveur de quinquina. Et qui a délivré le plus d'esclaves? Celui qui, ayant vendu son patrimoine, les rachetait un par un? Ou le capitaliste qui a trouvé le moyen de faire marcher un moulin avec de l'eau? Chacun sa manière. Ce n'est pas tant de faire du bien patiemment à nos frères et sœurs qui nous est recommandé que de faire ce que nous pouvons, d'aimer les captifs et les souffrants qui sont les images de Jésus-Christ et de poser notre vie sur eux. Allons, une fois encore, je suis repoussé avec perte. Et cependant, je suis convaincu qu'il doit y avoir quelque moyen de t'expliquer pourquoi, quand je suis appelé au nord, j'ai le sentiment aussitôt que c'est du côté de l'ouest ou du sud que mon devoir est de regarder. Mais ici, ce n'est ni nord ni sud, mais vous flottez au hasard sur une eau sans courant, livrant au vent tout ce qui sort de votre imagination. Et pourquoi n'aurais-je pas le droit de produire mes papiers volants, comme le cerisier ses fruits, ou si c'est trop d'honneur que de me comparer à cet arbre sucré, le genévrier les siens? Parce que j'ai besoin de vous. Ma mère a besoin de vous. Et tous ces captifs à Alger ont besoin de vous. Nous avons profondément besoin de vous. Et non pas de vos fruits, mais de votre bois. Mais c'est-il avoir besoin de moi que de me demander ce que tout autre à ma place pourrait fournir encore mieux? Ainsi, si tu as besoin d'une table, certainement tu peux t'adresser à un serrurier et peut-être qu'il te fera quelque chose qui y ressemble. Mais à ta place, je penserais à un ébéniste. Ainsi, votre spécialité n'est pas de vous occuper de vos frères souffrants. Ma spécialité n'est pas de leur faire du bien un par un. Je ne suis pas l'homme du particulier. Ma spécialité n'est pas de sauver Antonio Lopez des bagnes turques et Marie Garcia de la petite Vérole. Mais ne dites pas, mon cher père, que vous ne servez à rien. Ne me faites pas cette peine. Ne dites pas qu'en ce monde misérable, vous ne voulez servir à rien et à personne. Fait cette épée. Oui, je crois que je ne suis pas venu au monde pour rien et qu'il y a en moi quelque chose de nécessaire et dont on pouvait se passer. Qu'êtes-vous venu faire parmi nous? Je suis venu pour élargir la terre. Qu'est-ce que c'est qu'élargir la terre? Le Français qui habite en France, par exemple, c'est trop petit, on étouffe. Il a l'Espagne sous les pieds et l'Angleterre sur la tête, et dans ses côtes, l'Allemagne et la Suisse et l'Italie. Et essayez de remuer avec ça. Et derrière ces pays, d'autres pays, et d'autres pays encore, et finalement l'inconnu. Personne, il y a 50 ans, ne savait ce qu'il y a. Un mur. Mon petit docteur a quelque chose à dire. Père, je vous aime tellement. Mais quand vous me parlez d'élargir la terre et toutes ces grandes choses, je ne peux plus vous suivre. C'est trop grand, je ne sais plus où vous êtes et je me sens toute seule. Et j'ai envie de pleurer. Ce n'est pas la peine d'avoir un père si on n'est pas sûr de lui
Et s'il n'est pas tout simple et tout petit comme nous? Alors je n'ai pas le droit de vivre pour autre chose que pour toi? Vous venez de dire que vous avez été livré entre ses mains. Alors pourquoi est-ce que vous essayez de lui échapper? Ce n'est pas honnête. Il ne fallait pas permettre une fois à une femme de prendre l'avantage sur vous. Maintenant, ce que vous lui avez promis, vous n'avez plus le droit de le retirer et je suis là pour le réclamer à sa place. Mais comment faire si ce que tu me demandes, je ne puis absolument pas le donner? C'est votre affaire de vous arranger, tant pis pour vous. C'est un ordre, vous savez. Il n'y a qu'à obéir. Ah, je ne suis pas contente que vous mettiez cette espèce de douane à la porte de votre cœur pour laisser entrer ce qui vous plaît et le reste pas. Quand je vous commande quelque chose et que vous me dites « je ne peux pas », qu'en savez-vous? Vous n'en savez rien du tout. Essayez voir. C'est si bon, c'est si fort d'obéir. Naturellement, on peut imaginer soi-même un tas de choses. L'imagination vous présente un tas de bonnes choses qui sont toutes également alléchantes. Mais un ordre qu'on reçoit, on n'a pas le choix. C'est comme la faim naturelle qui vous prend aux entrailles. On laisse tout en place pour aller se mettre à table. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut promettre. Eh bien, je promets. Il ne faut pas dire comme ça, eh bien, je promets, tout simplement. Il faut dire « je promets » et cracher par terre. Je promets. Je promets aussi. Je promets, mais je ne tiendrai pas. Alors, je ne tiendrai pas non plus. La cour du roi d'Espagne dans son palais flottant. Les courtisans se lamentent. Ils connaissent enfin la vérité sur le désastre de l'Armada, mais ils vont la dissimuler pour mener à son terme la farce incroyable qui doit définitivement humilier et confondre le gigantesque Rodrigue. Mais mon cousin est au nombre des disparus. Mon oncle également. Il me laisse toute sa fortune. Je vais être très riche. Oh là là, hélas, Mais pensez que je venais d'obtenir le monopole du haddock fumé en Écosse pour 70 ans. Que vont dire mes créanciers? Le duc de Médina Sidonia, il a été prise entre les deux battants d'une huître énorme. On le voit quand il fait soleil qui s'agite mollement dans une espèce de courant d'air au fond de l'eau, terminé par d'élégants petits souliers aux boucles de diamants. Oh, quel étrange revirement des choses humaines. Mais hier encore, sur la foi de cet absurde sous-préfet de Bayonne. Hier et aujourd'hui. Tout a péri, cette fois il n'y a pas à douter, rien ne reviendra en Espagne. Hélas, hélas, notre armée. Hélas, nos bateaux. Hélas, nos bateaux, le lion de Castille, le soleil royal, l'éléphant des Asturies, le rempart des Pyrénées et grand blanc d'Espagne, Le stationnaire de la Pidassoa. le Saint-Fernand, le Saint-Ferdinand, Le Saint-Ponce, le Saint-Alphonse, le Saint-Ildefonse. Le Saint-Marc Girardin, la Sainte-Marie Perrin, le Saint-René Taillandier et le Barthélemy Saint-Hilaire. Tout cela est allé par le fond des profondis. Ça ne fait rien, n'y pensons plus. Ce qui est le plus merveilleux est l'attitude de Sa Majesté. Son visage n'a pas changé. Elle n'a décommandé aucune fête. Aucune audience. Quoi? L'audience avec Don Rodrigue tient encore? Ordre express de Sa Majesté, rien n'est changé. Don Rodrigue va être solennellement investi de son commandement d'Angleterre. Et quoi, il ne sait rien? On l'a mis à part depuis 2 jours, sur un bateau. Ordre sévère de tout lui cacher. Ordre à vous tous, messieurs, de vous conduire avec lui respectueusement, comme il convient avec le vice-roi d'Angleterre, l'élu de Sa Majesté. Ça va être amusant. Ainsi s'expliquait donc ce choix étrange de Don Rodrigue. Nous avons un grand souverain. Dès qu'il a pris le désastre de l'Armada, au moment même où la fausse nouvelle à nous parvenait de notre victoire, il eut la pensée de Don Rodrigue. Le voici. Entre Don Rodrigue en superbe vêtements noirs, une chaîne d'or autour du cou, appuyé sur un page et flanqué de 2 estafiers, tous s'inclinent respectueusement. Un rideau s'ouvre au fond de la scène et le roi paraît sur son trône. Toute la cour fait la révérence. Approchez-vous, Don Rodrigue, et laissez-moi enfin contempler ce visage qu'on m'a si souvent dépeint, ce front d'où ont jailli tant de nobles pensées, ce bras qui a su imposer ses lois à la fortune. On m'a montré sur la carte cette coupure que vous avez eu l'idée de pratiquer entre les 2 Amériques. Ingénieuse petite chose dont les talents de Don Ramire ont su tirer de merveilleuses conséquences. Tant de services méritaient une récompense, mais
Quelle position trouver pour vous où vous ne fussiez pas à l'étroit? Les grands esprits n'ont pas de besoin. Ils se rient des titres et de l'argent. Quelle récompense plus grande que d'ouvrir libre carrière à votre génie et de vous laisser croiser en long et en large dans le soleil de notre bénignité. C'est alors que nous avons admiré votre esprit chrétien quand, libéré de tout souci mercenaire, vous vous êtes entièrement consacré au bien-être moral de nos laborieuses populations maritimes, si étroitement unies à leur développement matériel. Quoi de plus méritoire que de faire pénétrer dans les classes déshéritées, par des moyens appropriés à leur esprit naïf et rude, quelques rayons d'idéal et le reflet d'une beauté supérieure, le sentiment des beaux-arts en un mot. Item, quel plus noble sujet d'inspiration que ces grands hommes qui, pendant toute leur vie, n'ont pas fait autre chose qu'enseigner le mépris des richesses et le respect de l'État, et qui maintenant, au ciel, fonctionnaires perpétuels, partagent avec le soleil et la lune les honneurs du calendrier. Pardonnez-moi, don Rodrigue, si la considération de vos efforts artistiques a quelquefois amené sur mes lèvres un sourire bienveillant. J'ai rencontré, en feuilletant ces humbles gravures, d'heureux saillies, des trouvailles d'une imagination généreuse, malheureusement desservie par des moyens insuffisants et par l'ignorance de toutes les règles. Peut-être estimerez-vous que je ne suis pas dénué de toute lumière sur ces questions, ayant reçu autrefois les leçons de Raphaël. Je veux dire de Raphaël Collin et de Cormon. Mais je m'arrête. Je sais qu'en vous amusant à ces naïves compositions, vous n'avez pas eu pour but d'augmenter le patrimoine artistique de la nation espagnole, mais que l'esprit qui vous a guidé est celui de la vulgarisation, de l'édification et de la philanthropie. Rien ne saurait échapper au regard pénétrant de votre majesté. Quel honneur et quelle confusion à la fois d'avoir retenu pour un moment l'attention de cet œil d'aigle, habitué aussi bien à prendre les dimensions d'un empire qu'à suivre le pauvre lapin qui essaie de se dissimuler entre deux touffes de bruyère, tel le grand Napoléon autrefois, d'un seul regard enfantant l'us de Lancibal. Ces dessins que votre majesté vient de juger m'ont coûté à moi, qui ne suis qu'un pauvre ouvrier, bien des peines, bien des années d'études, d'expérience et de réflexion. Mais il a suffi à votre majesté d'un seul regard, de quelques minutes d'attention, pour en reconnaître les défauts. Hélas, je ne les connais que trop, des fuites mi, symétria prisca. Et pour m'orienter sur mes véritables directions, les paroles de votre majesté seront mon plus précieux trésor. Oui, je veux qu'elle fasse désormais la règle de mon art et de ma vie, qui sera consacrée tout entière non seulement au relèvement du tonus moral de nos travailleurs du ton, mais à la gloire et illustration de son règne. J'approuve vos intentions aussi bien que votre modestie. Mais je parlais pour vous éprouver. La sérénité et la déférence avec lesquelles vous m'avez répondu me prouvent que l'artiste en vous n'a pas tout gagné et corrompu. Ce n'est pas d'un artiste que j'ai besoin en Angleterre. Ce n'est pas de ces mains qui étalent de la couleur sur du papier que j'ai besoin, mais de celles qui autrefois ont façonné l'Amérique. Je vous donne congé de parler, monsieur le chancelier. Trop longtemps, don Rodrigue. Vous vous êtes dérobé à l'appréciation de votre souverain et à l'expectation de vos compagnons d'entreprise. Et s'il est trop vrai, comme il est naturel aux choses humaines, que l'envie et la fureur des faibles et des sots se soient donné carrière contre vous, ce ne fut pas un acte charitable et juste et pieux de votre part de ne faire aucun effort à la compte et de céder la place en silence. Aujourd'hui, l'Espagne et le monde avouent qu'ils ne peuvent plus se passer de votre secours. Et comme jadis, les 3 femmes qui vinrent trouver Coriolan, ce n'est pas seulement l'Angleterre aujourd'hui qui est venue se jeter à nos pieds. Marie, que la fille de la prostituée dépossède de son héritage, c'est l'Espagne, c'est la chrétienté, c'est l'Église qui supplie que pas plus longtemps Rodrigue ne leur fasse défaut.
Je ne demande pas de troupes ni d'argent. Je demande que le roi, aussitôt que possible, retire ses soldats et ses bateaux. Je suffirai. Vous allez au-devant des désirs de Sa Majesté qui a besoin de toutes ses forces en Allemagne. Et comment ferez-vous tout seul, sans soldats et sans bateaux, pour tirer de l'argent aux Britanniques? Qui nous remboursera les frais de notre expédition? Le bon vin chrétien d'Espagne et de Portugal, monsieur le ministre, que nous boirons dans nos brouillards à votre santé, c'est cela qui se chargera de vous payer. La paix pour toujours. La route sûre vers les Indes. Pas de troupes, ni d'argent, c'est entendu. Mais soyez tranquille, nous vous fournirons largement d'auxiliaires et de conseillers. Je vois là écrit sur un papier que je me suis amusé à gribouiller cette nuit que Rodrigue vaut un sou s'il est entier et qu'il ne vaut plus rien du tout si on le coupe en deux. Quoi? Pas d'homme de loi pour vous accompagner? C'est écrit sur mon papier. Vous voulez que nous ayons en vous une confiance absolue? Je vois écrit sur mon papier que c'est nécessaire. Il est plus facile d'avoir confiance dans un seul homme que deux. Mais Don Rodrigue a omis de nous dire jusqu'à présent ce secret, pourquoi lui seul suffit. Et comment sans troupes, sans argent et sans mariage, il maintiendra l'Angleterre et fera d'elle pour toujours l'ami et l'associé de l'Espagne. Donnez à manger à vos ennemis. Ils ne viendront pas vous déranger dans votre repas et vous arracher le pain de la bouche. Je n'entends pas cette parabole. Les Indes, là-bas, dans le soleil couchant, je dis qu'elles sont au-dessus de l'appétit d'un homme seul. Commence à comprendre. Il y a dedans de quoi faire pour tout le monde pendant des siècles un repas énorme. Pourquoi faire tant d'affaires de ce monde-ci, quand l'autre est là, où nous n'avons qu'à prendre, et dont Sa Majesté catholique pour toujours, grâce à moi, tient l'artère principale? Vous voulez donc que nous donnions à l'Angleterre franchise et liberté de nos deux Amériques? Non pas l'Angleterre seulement. Ce n'est pas pour rien que le bon Dieu, à la suite du Christophore, nous a invités à passer la mer. Je veux que tous les peuples célèbrent la Pâque à cette table énorme entre les deux océans qu'il nous avait préparée. Quand Dieu a donné l'Amérique à ce Ferdinand, qui est appelé excellemment le catholique, c'était trop grand. Ce n'était pas pour lui seul, mais pour que tous les peuples y communient. Que l'Angleterre bénisse à jamais le jour de sa réunion, où en échange de sa liberté, pareille à celle de Mutin sur un bateau volé, vous lui avez donné un monde nouveau. Donnez à tous ces petits peuples d'Europe, trop serrés qui se rentrent l'un dans l'autre, la place de remuer. Unissez toute l'Europe en un seul courant. Et tous ces peuples travaillés par l'hérésie, puisqu'ils ne peuvent se retrouver par leurs sources, qu'ils s'unissent par leurs embouchures. Dois-je comprendre que pour accepter cette légation que je suis prête à vous donner sur l'Angleterre, vous exigez que j'ouvre l'Amérique à vos nouveaux sujets qui sont mes récents ennemis? C'est votre condition. Je ne vois pas ce que je peux faire là-bas d'utile autrement. Quelle insolence! Quelle impudence! Quelle exigence! Quelle extravagance! Sire, nous vous supplions tous que vous n'obtempériez pas. Nous vous supplions tous que vous n'obtempériez pas aux impudentes et insolentes exigences et extravagances de cet exorbitant gentilhomme. Voyons, nous ne pouvons pourtant pas faire de l'Amérique que le génie et la vertu de votre inoubliable grand-père ont fait sortir du sein des Indes la pâture banale de toute l'Europe. Il ne faut pas obtempérer. Il ne faut pas obtempérer. Qu'en dites-vous, monsieur le chancelier? Excusez-moi, je ne sais que penser, vous me voyez tout ému et frémissant. Voyez-vous un moyen quelconque de nous passer de Don Rodrigue en Angleterre? Hélas, j'ai beau chercher, nous n'avons pas d'autre choix. Ouais. Quelqu'un de vous, messieurs, veut-il recevoir de mes mains l'Angleterre à la place de Don Rodrigue? Que votre majesté m'excuse. Avez-vous un autre nom à suggérer? Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Don Rodrigue, laissez-moi vous supplier d'être conciliant. Écoutez les conseils d'un vieillard. Vous voyez le cruel embarras où se trouve votre souverain. Soyez magnanime, n'abusez pas de la situation. Vous voyez que nous ne pouvons pas nous passer de vous. Alors, je vous supplie de ne pas demander plus qu'il n'est possible d'accorder. Je ne puis assurer la paix si vous ne me donnez le monde entier. Le monde entier est peu de choses pour moi, Don Rodrigue, s'il peut m'assurer de votre amour et de votre fidélité. Retournez sur votre bateau. Vous connaîtrez ma décision dans un moment. Vous vous êtes donné en spectacle à tous. Chacun a pu vous regarder à son aise. Garde! Accompagnez son Altesse et veillez à chacun de ses pas. Je ne puis vous priver plus longtemps de la place que vous vous êtes à vous-même assignée. En pleine mer, en pleine communion des saints, sous la pleine lune, Donia cette épée et la bouchère à la nage. En avant!
Courage, la bouchère. Oh, c'est pas le cœur qui me manque. Partout où vous allez, mademoiselle, je sais bien que je n'ai pas autre chose à faire que d'aller avec vous. Si tu es fatiguée, il n'y a qu'à se mettre sur le dos, comme ça, en croix, les bras écartés. On ne sort que la bouche et le nez, et quand on enfonce, une grande respiration vous retire en l'air aussitôt. Un tout petit mouvement, comme ça, avec les pieds et la moitié des mains. Il n'y a pas de danger de se fatiguer. Oh, c'est pas tant que je sois fatiguée, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait vu des requins. Oh, j'ai peur qu'il y ait un requin qui vienne me tirer en bas par les pieds. Ce n'est pas des requins, je les ai vus. Ce sont les pourpoises qui s'amusent. Ils n'ont pas le droit de s'amuser. C'est pas amusant, peut-être, d'être une jolie pourpoise. Oh, j'ai peur qu'ils me sautent dessus. Oh, n'aie pas peur qu'ils y viennent. S'il y en a un qui veut te faire du mal, je te défendrai contre eux, les fils de garde. Mademoiselle, j'ai beau regarder partout. Je ne vois plus la lanterne rouge. Ah, tes amis de Majorque nous auront oubliés. Hurrah, tralala. Oh non, ne dites pas ça, je vous en prie, mademoiselle, vous me faites si peur. Oh non, je suis bien sûre de Rosalie et de Carmen et de Douleur, qu'elles ne m'ont pas oubliée et qu'elles nous attendent quelque part avec des vêtements tout prêts, comme je leur ai dit. Quelque chose leur aura fait peur. Tu as peur, elles ont peur, on te fait peur. Peur, 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 tu n'as que ces mots-là à la bouche. Je ne comprends pas pourquoi tu es si pressée d'arriver. Il fait si bon dans la mer jolie. Regarde devant nous la lune dans l'eau toute plate comme une assiette d'or. Il me semble que je pourrais l'attraper avec les dents. Dites, mademoiselle, si nous revenions vers le bateau de votre père, nous ne sommes pas encore très loin. Nous sommes partis, c'est fini. Je ne veux pas revenir. Ça lui fera tant de peine de voir que vous êtes partis comme ça. Ça ne lui fera pas de peine du tout. Le roi lui a donné l'Angleterre. Le voilà roi d'Angleterre. Il a déjà 36 idées sur l'Angleterre. Il ne pense plus à moi. Il va peindre toute l'Angleterre bleu ciel. Si vous expliquez tout à votre père comme il faut, peut-être qu'il viendrait avec nous. Non, il ne reviendra pas. Il a autre chose à faire. On lui a donné la terre à élargir. Mais vous-même, ça vous fait pas de la peine de le quitter? Si, ça me fait de la peine. Pauvre père, il est si bête. Ça me fait pleurer rien que d'y penser. Il m'aime bien dans le fond. Que dirait madame votre mère si elle vous voyait le quitter ainsi? C'est elle qui m'appelle. Elle vous appelle à quoi? Ce que mon père ne veut pas faire, c'est moi qui le ferai toute seule à sa place. Ne dites pas que votre père ne veut rien faire. Regardez toutes les choses autour de lui qu'il a faites. Il n'y en a qu'une de nécessaire. C'est d'aller avec Jean d'Autriche. Oui, c'est d'aller avec Jean d'Autriche. Tu sais que c'est demain qu'on part. Il n'y a pas de temps à perdre. En avant. Mon père n'a pas besoin de moi. Il est parti, me laissant ce petit mot. Le voilà comme un vieux brochet qui s'enfonce sous l'eau, dégageant de dessous lui, derrière lui, quelques bulles d'air, on ne le voit plus. Et moi aussi, je lui ai laissé un petit mot. Oh, je voudrais bien être poisson. Quoi? La voilà, je la vois de nouveau. Il y a la lanterne rouge de nouveau. Je suis sûre qu'elle nous voit, il fait clair comme en plein jour. On doit voir nos deux têtes très bien. Et le blanc que nous faisons en nageant. Il n'y a qu'une chose de nécessaire. C'est les gens à qui nous sommes nécessaires. En avant. Oh, si je pouvais ramasser cette espèce de chapeau plat qui flotte là devant moi, à 3 pieds devant, et l'agiter au-dessus de moi pour lui faire signe. Cette épée, vous étiez si belle. C'était si amusant de vous entendre parler. Je suis allée avec vous. Quand vous êtes là et que vous parlez, quel bonheur. Je n'existe plus. C'est pas la peine pour moi d'exister. Tu verras si c'est pas la peine d'exister. Le joli mari que je te donnerai à bord du bateau de Jean d'Autriche. Tout en fer et tout en or. Quand vous lui expliquerez, jamais il ne se consolera de ne m'avoir jamais vu. C'est idiot ce que je te dis. La mer vous porte. C'est délicieux. Il n'y a presque aucun effort à faire. L'eau est chaude. Qui est-ce qui peut se fatiguer? Mais il n'y a pas moyen de se fatiguer. Ne va pas dire que tu es fatiguée. Non, non, je ne suis pas fatiguée. Il n'y a qu'une chose de nécessaire. Et pas s'occuper de tout le reste. À quoi ça sert-il de tant regarder et de se promener éternellement en amateur avec un pot de couleur à la main, faisant une retouche ici et là? Et quand une chose est finie, de remballer son petit fourniment de rétameur pour aller ailleurs bricoler? Il n'y a qu'une chose nécessaire. C'est quelqu'un qui vous demande tout et à qui on est capable de tout donner. En avant! Que dirait mon petit Jean d'Autriche ce soir s'il ne me voyait pas rejoindre les couleurs? On a besoin de moi. Puisque mon père ne veut pas se battre, moi, je me battrai à sa place. Tu as bien entendu que toute l'Asie, encore une fois, est en train de se lever contre Jésus-Christ. Il y a une odeur de chameau sur toute l'Europe. Il y a une armée turque autour de Vienne. Il y a une grande flotte à l'épante. Il est temps que la chrétienté, une fois de plus, se jette sur Mahomet à plein corps. Il va voir ce que nous allons lui faire prendre, lui et le roi de France, son allié. J'espère que tu n'es pas fatiguée. Non, non, je ne suis pas fatiguée. Si tu es fatiguée, c'est fini. Je ne t'emmènerai plus jamais avec moi. Je vous demande pardon de savoir si mal nager. Allons tout doucement à notre aise. C'est délicieux de tremper dans cette espèce de lumière liquide qui fait de nous des êtres divins et suspendus, des corps glorieux. Il n'y a plus besoin de mains pour saisir, de pieds pour vous porter. On avance comme les anémones de mer, en respirant.
par le seul épanouissement de son corps et la secousse de sa volonté. Tout le corps ne fait plus qu'un seul sens, une planète attentive aux autres planètes suspendues. Je sens directement avec mon cœur chaque battement de ton cœur. Ici, la bouchère se noie. L'eau porte tout. C'est délicieux l'oreille au ras de l'eau de percevoir toutes ces musiques confuses, les danseurs autour de la guitare, la vie, les chants, les paroles d'amour, l'innombrable craquement de toutes ces paroles imperceptibles. Et tout cela n'est plus au dehors, on est dedans. Il y a quelque chose qui vous réunit bien heureusement à tout. Une goutte d'eau associée à la mer, la communion des saints. Quel malheur! Je vois que la barque nous a vus. Elle se dirige sur nous. Courage, la bouchère! Encore un petit effort, la feignante. En avant! Tu n'as qu'à me suivre. La même nuit, Don Rodrigue enchaîné sur un bateau qui se dirige vers la terre. Il ne trouve un peu de pitié qu'auprès de frère Léon, le franciscain, qui jadis maria Prouès et Camille. Les deux soldats qui gardent Rodrigue s'amusent de la lettre écrite par Doña Cette Épée qui est tombée entre leurs mains. Je vous prie de me donner cette lettre qui m'appartient. Donne-lui cette lettre, Manuelito. Je la lui donnerai si ça me plaît. Je n'aime pas qu'on fasse le roi d'Angleterre avec moi. Cette lettre m'appartient. C'est toi, mon vieux Rodrigue, qui m'appartient. Le roi, dans sa grande miséricorde, ayant jugé bon de pardonner à un traître, t'a donné en toute propriété à son chambellan, qui t'a donné à son tour à son valet de chambre en paiement de 10 pièces d'or que lui avait prêté ce fils de chien, qui, à son tour, ne sachant que faire de ce vieux n'a qu'une jambe, t'a donné pour un certain service à moi. C'est une belle prise. Demain, je vais te faire tambouriner dans tout ma jambe. Tu tirerais bien, oui, je tirerais bien 10 sous de toi au prix que la peau de traître. Veuillez considérer que cette lettre est de ma fille. Eh bien, si tu veux, nous allons la jouer au dé. Si tu gagnes, elle est à toi. Frère Léon, je ne peux pas prendre ce cornet à cause de mes chaînes. Je vous prie de jouer à ma place. 3 as, mais c'est pas mauvais. 4 as, j'ai gagné. Oui, ben donne-lui la lettre quand même, mon fils. Je ne lui donnerai pas la lettre, mais je veux bien la lui lire. Qui sait s'il n'y a pas des complotations là-dedans contre Sa Majesté? Qu'est-ce qui te fait rire? Mon cher papa, qu'elle dit? Qu'est-ce qui est drôle? Il lui a fait croire qu'il était son papa. Son papa, Cacha Diablo, comme on l'appelait, Don Camille, un autre renégat dans le temps, comme lui, qui faisait de la piraterie sur la côte du Maroc et qui avait pour maîtresse la veuve d'un ancien capitaine général des Présides. Attends un peu, elle s'appelait un drôle de nom, quelque chose comme Ogresse ou Bougresse. Prouès. Ce n'était pas sa maîtresse, mais sa femme. Je le sais. C'est moi qui les ai mariés tous deux autrefois, quand j'étais à Mogador. Et quoi, mon père? Vous avez connu Prouès? C'est pareil que c'est tout de même Rodrigue, quel papa? Mon cher papa qui y a écrit. Attends un peu, il a quelque chose à dire. Monsieur a quelque chose à dire? Mais nullement. Je m'associe à votre simple gaieté. C'est défendu de rire. Votre camarade a un rire communicatif qui indique une heureuse nature. Et ça vous fait rien quand vous appelez un traître? Cela me ferait quelque chose si j'en étais un. Mais c'est vrai que vous en êtes un. Alors on a su s'arranger pour que je ne fasse de mal à personne. Lis-nous la suite. Le roi vous a donné l'Angleterre. Vous n'avez pas plus besoin de moi. Ah, le roi lui a donné l'Angleterre, alors ça c'est drôle. Il n'y a plus qu'à la prendre. Oh, mon Dieu, il y a une actrice appelée quelque chose. Elle lui a fait croire que c'était elle, Marie, la reine d'Angleterre. Elle est allée se jeter à ses pieds pour lui demander de voler à son secours et d'accepter un royaume de sa main. C'est drôle. C'est alors qu'ils ont fait toute espèce de petits arrangements ensemble contre le roi d'Espagne. Elle a tout raconté. Oh, j'aurais voulu être là quand il a posé ses conditions au roi pour accepter l'Angleterre. Tout le monde en rit sur la mer. Vous voyez là un exemple, mon père, des situations ridicules où peut se mettre un homme d'imagination. Rien ne lui paraît surprenant. Comment ne pas croire une jolie femme qui absorbait tout ce que je disais de la bouche et des yeux, une personne charmante qui dessinait si bien et qui, du bout de son pinceau, ramassait mes moindres intentions. Eh bien, où en étais-je?
À l'Angleterre, vous n'avez plus besoin de moi. Mademoiselle, j'ai là dans ma manche 4 pièces d'argent que les âmes charitables m'ont données pour mon couvent. Je te les donne, si tu me donnes cette lettre. Je vous la donnerai quand je l'aurai lue. Laissez-le lire, frère Léon. Je pars pour rejoindre Jean d'Autriche. Ça, c'est une nouvelle. T'as entendu, le vieux? Elle part pour rejoindre Jean d'Autriche. Jean d'Autriche va l'épouser, pour sûr. Il n'aura plus à s'occuper de son établissement. Elle a su qu'on arrêtait son père. Il n'y avait plus qu'à l'éguerpir au plus vite. Ce vieux braquel qu'on met en prison, il n'y a plus qu'à le lâcher. Non, mais c'est pas pour rien qu'on est la fille de deux traîtres. Oui, c'est le moment de rejoindre Jean d'Autriche. Elle aura-t-elle rejoint seulement? Tout à l'heure, j'ai entendu dire que les pêcheurs venaient de ramasser dans l'eau une jeune fille qui est morte contre leurs mains. Comment pouvez-vous être tous les deux si méchants et si cruels? C'est lui qui nous défie et qui se moque de nous avec son air supérieur et tranquille. On dirait que c'est monsieur qui nous a invités et qui ressent une sincère satisfaction de la joie qu'il nous cause en nous agréant au nombre de ses domestiques. Don Rodrigue, ce n'est pas vrai. Ou alors c'est une autre jeune fille. J'en suis sûr. Que pourrait-il m'arriver de mauvais par une nuit si belle? C'est une belle nuit pour vous que celle où on vous emmène pour vous mettre en prison ou pour vous vendre comme esclave? Je n'ai jamais vu quelque chose de si magnifique. On dirait que le ciel m'apparaît pour la première fois. Oui, c'est une belle nuit pour moi que celle-ci où je célèbre enfin mes fiançailles avec la liberté. Tu as entendu ce qu'il dit? Il est fou. Achevons notre lecture. Je vais rejoindre Jean d'Autriche. Adieu, je vous embrasse. Nous nous retrouverons... je ne peux pas lire. Donnez-moi la lettre. Au ciel, nous nous retrouvons au ciel. Oui, au ciel ou bien ailleurs, ainsi soit-il. Il n'y a pas autre chose? Votre fille qui vous aime, Marie de cette épée. Hein, ça termine bien la lettre. Il y a encore une ligne. Quand je serai arrivé avec Jean d'Autriche, je dirais que l'on tire un coup de canon, faites attention. On nous appelle, il y a une barque là-bas qui nous fait signe avec un fanot. Est-ce vrai, frère Léon? Pensez-vous que ce soit vraiment mon enfant que les pêcheurs ont ramassé dans la mer? Non, mon fils. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Brave cette épine. Non, non. Ni ton père ni toi ne sommes de ceux que la mer engloutit. Celui qui a un bras vigoureux et qui respire à pleine poitrine l'air de Dieu, il n'y a pas de danger qui l'enfonce. Il surmonte joyeusement cette grosse vague magnifique et qui nous ne veut aucun mal. Il faut lui pardonner. Lui pardonner, dites-vous, mais il n'y a rien à pardonner. Ah, que n'est-elle ici, cher enfant, pour que je la serre entre ses bras chargés de chair? Va à ta destinée, mon enfant. Va combattre pour Jésus-Christ, mon agneau, à côté de Jean d'Autriche. L'agneau que l'on voit sur les peintures, avec sa petite bannière sur l'épaule. Frère Rodrigue, ne serait-ce pas le moment de m'ouvrir votre cœur chargé? Il est chargé de péché et de la gloire de Dieu. Et tout cela me vient aux lèvres pêle-mêle quand j'essaie de m'ouvrir. Dites-moi donc tout à la fois. Ce qui me vient le premier, c'est ma nuit au fond de moi, comme un torrent de douleur et de joie, à la rencontre de cette nuit sublime. Regardez, on dirait toute une population autour de nous qui ne vit que par les yeux. C'est là-dedans, Rodrigue. C'est au ciel que vous allez célébrer vos fiançailles avec la liberté. Frère Léon, donnez-moi votre main. Essayez de vous rappeler. C'est vrai que vous l'avez vue. De qui voulez-vous parler? Cette femme que vous avez mariée autrefois à Mogador. Ainsi, vous l'avez vue. C'est vrai que vous l'avez vue. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Comment était-elle ce jour-là? Dites-moi s'il a jamais existé au monde une femme plus belle. Oui, elle était belle. Ah, cruelle. Ah, quel atroce courage. Ah, comment a-t-elle pu me trahir et épouser cet autre homme? Et moi, je n'ai tenu qu'un moment sa belle main contre ma joue. Ah, après tant d'années, la plaie est toujours là, et rien ne pourra la guérir. Tout cela, un jour, vous sera expliqué. Vous devez vous rappeler, le jour que vous l'avez mariée, est-ce qu'elle avait l'air
heureuse à côté de ce nègre. Est-ce qu'elle lui a donné volontiers sa belle main, le doigt de sa main, pour qu'elle passe l'anneau? Il y a si longtemps, je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus? Et quoi, même ses yeux si beaux? Mon fils, il ne faut plus regarder que les étoiles. Vous ne vous rappelez plus? Oh, ce sourire radieux et ces yeux pleins de foi qui me regardaient, des yeux que Dieu n'a pas fait pour voir ce qu'il y a de vil et de mort en moi. Abandonnez ces pensées qui vous déchirent le cœur. Elle est morte, morte, morte. Elle est morte, mon père. Je ne la verrai plus. Elle est morte. Et jamais elle ne sera moi. Elle est morte. Et c'est moi qui l'ai tuée. Elle n'est pas si morte que ce ciel autour de nous et cette mer sous nos pieds ne soient encore plus éternels. Je le sais. C'était cela qu'elle était venue m'apporter avec son visage. La mer et les étoiles. Je la sens sous moi. Je les regarde et je ne puis m'en rassasier. Oui, je sens que nous ne pouvons leur échapper et qu'il est impossible de mourir. Fouillez dedans tant que vous voudrez. Vous n'arriverez pas au bout de ce trésor inépuisable. Il n'y a plus moyen de leur échapper et d'être ailleurs. On a retiré autre chose que Dieu. On a enchaîné l'exacteur. Tout ce qui en vous s'accrochait misérablement aux choses, une par une, et successivement. C'est fini des œuvres serviles. On a mis au fer vos membres, c'est tyran. Et il n'y a plus qu'à respirer pour vous remplir de Dieu. Vous comprenez ce que je disais quand tout à l'heure j'ai ressenti obscurément que j'étais libre. Aidez-moi! Salut à la sœur glaneuse. Ah, bonjour, mon petit soldat. Il n'y a rien pour moi sur ton bateau? Si, il y a un tas de vieux bouts et des bris de toutes sortes. Vieilles armes, vieux chapeaux, vieux drapeaux, fer cassé, peau fendue, chaudron fêlé qu'on m'a donné à vendre à Majorque. Montre voir, mon petit soldat. Ah, c'est trop sale et trop vilain pour vous. Ah, il n'y a rien de trop sale et de trop vilain pour la vieille sœur chiffonnière. Tout est bon pour elle. Les déchets, les rognures, les balayures, ce qu'on jette, ce que personne ne veut. C'est ça qu'elle passe son temps à chercher et ramasser. Et vous faites de l'argent, tout ça? Et assez d'argent pour nourrir beaucoup de pauvres et de vieillards et pour bâtir les couvents de la mère Thérèse. C'est la mère Thérèse de Jésus qui vous envoie ainsi la mer glanée. Oui, mon garçon. Je glane pour elle et pour tous les couvents d'Espagne. Qu'est-ce que tu veux de tout ça? 3 pièces d'or. Oh, 3 pièces d'or? Hein? Ben, je veux bien t'en donner 2. Mère glaneuse, mère glaneuse. Puisque vous êtes amateur, pourquoi est-ce que vous ne me prenez pas aussi avec les vieux drapeaux et les peaux cassées? Qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est un traître que le roi m'a donné à vendre au marché. Ben, mon garçon, tu entends? Mais un traître? Et que veux-tu que je fasse d'un traître? Si encore tu avais les jambes au complet. Vous m'aurez pour pas cher. Non, mais est-ce qu'il est à vendre pour de bon? Il est à vendre, pourquoi pas? Ben, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais lire et écrire. Est-ce que tu sais faire la cuisine? Ou coudre et tailler les vêtements? Je sais parfaitement bien. Ah, ou raccommoder les souliers? Je sais aussi. N'écoutez pas, il ment. Ah, oh, c'est pas beau de mentir, mon garçon. Du moins, je peux relaver la vaisselle. Si vous la lui donnez, il cassera tout. Je veux vivre à l'ombre de la mère Thérèse. Dieu m'a fait pour être son pauvre domestique. Je veux écosser les fèves à la porte du couvent. Je veux essuyer ses sandales, toutes couvertes de la poussière du ciel. Prenez-le, mère Thérèse. C'est pour vous faire plaisir, mon père. Ah, je le prends, mais je ne veux rien payer pour lui. Ce n'est pas que j'y tienne, mais il faut me donner une petite douceur, un petit sou d'argent, histoire de dire que j'en ai retiré quelque chose. Bah, alors tu peux le garder. Donne-le, soldat. Il sera en sûreté. Personne ne sait ce que peut encore sortir de ce vieux Rodrigue. Alors vous pouvez le prendre. Mais j'aurai en plus cette espèce de chaudron en fer que je vois là et dont vous ne faites rien, hein. Ah, ou alors je ne le prends pas. Prenez-le, prenez tout, prenez ma chemise. Et emballez tout ça, ma sœur. Et toi, viens avec moi, mon garçon. Ben, fais attention à l'échelle, là, avec ta pauvre jambe. Écoutez. Ça vient du bateau de Jean d'Autriche. Elle est sauvée.
Mon enfant est sauvé. Délivrance aux âmes captives. Mesdames, Messieurs, ici prend fin Le Soulier de satin, action espagnole en 4 journées de Paul Claudel. Illustration musicale de Louis Aubert, présentation du révérend Père Roguet, mise en onde par Henri Vermeil. Nous vous rappelons quelle fut la distribution de la 4e journée que vous avez entendue ce soir. Madeleine Renaud, sociétaire de la Comédie Française, interprétait le rôle de Donia Setepe. Jeanne Marquen était la bouchère, Suzanne Delvey, l'actrice, Raymond Vernet, la religieuse, Raymond Fernel, la camériste. Jean-Louis Barrault de la Comédie Française jouait le rôle de Don Rodrigue. Frère Léon, c'était Henri Vermeil. Le chancelier, Gaston Séverin. Le chambellan, Albert Gercourt. L'huissier, Jacques Tanne. Cette émission vous a été donnée également avec le concours de Georges Flateau, Robert Dalban, Robert Moore, Charles Lavial, Georges Hubert, Harry Jams, Maurice Flandre, Marcel Orluc, Jacques Driana et Lucia Treffel, et Marcel André dans le rôle du roi d'Espagne. Orchestre sous la direction de Jean Giardino.